considère que jouer, c'est le travail de l'enfant. Et c'est ce qu'il devrait faire sa journée. Comme nous, on travaille un bon 8 heures par jour comme adulte, mais l'enfant doit faire la même chose au niveau du jeu. Bonjour et bienvenue à une nouvelle émission de Bébé Boom. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance du jeu et à l'aube des achats de Noël, Karine Gagné, présidente de FDMT, nous présentera des jeux qui favoriseront la créativité de nos enfants et de nos petits-enfants. Bonjour Karine. Bonjour Claire. Alors, vous avez développé FDMT. Oui. Pour le bonheur des enfants. Pour le bonheur des enfants et des parents et des éducateurs, je dirais. En fait, FDMT, si je peux me permettre, c'est favoriser le développement maximal de tous. En fait, ce qu'on veut, c'est aider au développement des enfants. On a fondé l'entreprise il y a maintenant plus de 14 ans. Donc, ça fait 14 ans qu'on est dans ce domaine-là. Tout d'abord au niveau sensoriel, donc pour donner des produits sensoriels qui vont aider le développement des enfants. Beaucoup au niveau de l'ergothérapie dans un premier temps. Et ensuite de ça, on a développé dans toutes sortes de sphères de l'entreprise au niveau du développement de l'enfant. C'est-à-dire qu'on y va au niveau de la motricité globale, on a des jeux en motricité fine, on parle de communication, de langage, de perception visuelle, au niveau oral-moteur. Donc, on a plusieurs catégories dans lesquelles plus de 2500 produits maintenant. Et vous avez une connaissance du rôle du jeu dans la vie des enfants. Mais moi, je considère que jouer, c'est le travail de l'enfant. Et c'est ce qu'il devrait faire sa journée. Comme nous, on travaille un bon 8 heures par jour comme adulte, mais l'enfant doit faire la même chose au niveau du jeu. Et je crois qu'il y a différentes sortes de jeux qui peuvent être faits, parce qu'on va parler de jeux dirigés, on va avoir des jeux qui vont être plus pédagogiques, mais on a aussi l'importance du jeu libre. Donc, il y a vraiment plusieurs façons de jouer pour l'enfant. Parce qu'il faut que l'enfant joue librement, mais en même temps, qu'il développe ses capacités, ses connaissances. Exactement, parce que le jeu va aider à développer toutes les sphères. Alors, on va travailler au niveau émotionnel, quand on parle de jeu. On va travailler au niveau de ses compétences sociales, mais aussi de son habileté à développer sa logique, à développer sa créativité, résoudre des problèmes. Alors, on a vraiment plusieurs sphères qui entrent dans le domaine du jeu. Puis jouer, on a toujours joué. Là. Quand on regarde au niveau de l'histoire, les premiers jeux qu'on a découverts, c'était vraiment au niveau de l'Antiquité avec des dés. Même au niveau, quand on regarde encore aussi loin que ça aussi, au niveau, dans la tombe de Toutankhamon, on a trouvé les backgammon qui étaient là. Déjà? Déjà, exactement. Oui. Alors, c'est pas nouveau qu'on joue finalement. Mais aujourd'hui, le jeu est adapté aussi au niveau vraiment et focus sur l'apprentissage de l'enfant. Parfois, même je dirais qu'on est dans une société où on est extrêmement régimenté et on est très, très occupé. Donc, souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir des jeux très organisés pour l'apprentissage, ce qui est correct en soi parce qu'on en a besoin pour le développement de l'enfant. Entre autres, quand on regarde au niveau des CPE, les enfants sont organisés dans leur journée et ils travaillent plusieurs sphères tout en jouant toute la journée. Et ça, c'est excellent. Mais je pense que l'enfant a également besoin, comme je disais tout à l'heure, de jeu libre. Et le jeu libre, ça permet aussi à l'adulte de s'intégrer dans le jeu libre. Le jeu libre, ça ne veut pas juste dire « Allez, il va jouer tout seul dehors dans la cour ». C'est pas juste ça, jouer libre. C'est jouer avec le parent, mais c'est le parent, et l'enfant devient le guide. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'important. Et puis, je pense que tous les parents, même les grands-parents, ont vécu ces moments magiques. Oui, quand ils rentrent dans l'univers de leur enfant ou leur petit enfant, c'est oui, tout à fait. Et c'est en fait, c'est de se mettre à son niveau et d'entrer dans le jeu. À ce moment-là, on s'assoit à terre. Il faut se mettre à terre, effectivement. Il faut y aller à terre avec l'enfant. Évidemment, ça dépend de l'âge de l'enfant. Mais moi, je pense que quand ils sont tout petits, c'est d'aller jouer avec eux. Oui, on marche à quatre pattes avec notre enfant. D'ailleurs, le développement de la marche à quatre pattes est extrêmement important pour plus tard, parce qu'en marchant à quatre pattes, évidemment, ce qu'on fait, c'est qu'on vient travailler tous nos muscles jusqu'à l'épaule. Et de cette façon-là, on crée une très bonne stabilité au niveau de notre motricité globale.
Et ce que ça crée plus tard, c'est que tous ces muscles-là, jusqu'à l'épaule, sont impliqués au niveau de l'écriture. Donc, c'est très important de travailler la marche à 4 pattes, entre autres avec nos enfants. Donc, il ne faut pas sauter trop vite. Mais plein de choses aussi. Ben oui, tout ce qui est motricité fine, couture. Au niveau... Oui, exactement. Puis quand on parle de motricité fine, en fait, ce qu'on parle, c'est tout ce qui demande des habiletés qui sont vraiment plus précises. On parle d'écriture, on parle de bricolage, on va parler d'enfilage. Hein? Souvent, on va faire des jeux d'enfilage avec les enfants, mais en même temps, c'est des techniques qui vont nous permettre d'améliorer nos techniques d'habillement, comme emboutonner ses boutons, les boutons pression, faire ses boucles plus tard, hein, vers l'âge de 5-6 ans. Là, à l'entrée à la maternelle, les enfants, normalement, sont en train d'apprendre à faire leurs boucles. Parfois, certains sont plus rapides, mais ça devrait être normalement un acquis à peu près vers cet âge-là. Alors, tout ça sont des tâches de tous les jours qu'on a besoin. Comme vous disiez, couture, mais si je veux enfiler mon chat, le fameux chat avec la petite... Ça prend de la motricité fine pour y arriver. Alors, il faut travailler... Puis on peut les travailler avec différents jeux aussi, là, dans la petite enfance, pour nous aider à développer nos compétences. Vous parliez aussi, au moment de la recherche, de stratégies dans la vie quotidienne. Oui, parce que moi, je pense qu'on a des vies très occupées comme parents. J'en fais partie de ces parents qui sont toujours très occupés. On arrive à la maison le soir, c'est l'heure de préparer le repas. Mais moi, je pense que d'inclure nos enfants dans ces tâches quotidiennes, on peut les appeler des corvées si on veut, mais c'est important. Ça permet à l'enfant de s'impliquer au niveau de sa famille, à la hauteur de ses compétences et de son âge, évidemment. Mais même un enfant de 2-3 ans est capable de venir nous aider dans la cuisine. Mais ils veulent nous aider. Et ils veulent. Ils veulent à cet âge-là. On a tendance à les trouver fatigants. Or, c'est le bon moment. Bien, c'est le bon moment de les inclure. Je sais que pour nous, comme parents, des fois, ça demande un petit peu plus de patience. Mais l'enfant est tellement content si c'est lui qui a déchiqueté les feuilles de laitue pour préparer la salade du soir, puis que c'est lui qui a aidé à mélanger avec les cuillères la vinaigrette. Il est tellement content de la manger, sa salade, parce qu'il a participé à. Puis on peut prendre, quand les enfants sont un petit peu plus vieux, on commence à faire des biscuits, des choses comme ça, des choses sucrées, évidemment, parce que les enfants adorent le sucré. Mais donc, on cuisine des biscuits. Bien, pourquoi qu'on n'apprend pas en même temps? On va travailler un peu nos fractions. On travaille à mesurer les ingrédients. Un quart de tasse, qu'est-ce que c'est un quart? Pourquoi c'est un quart? Puis on peut faire un dessin en même temps. C'est sûr que c'est plus long à faire les biscuits, mais en même temps, on a fait des mathématiques. Donc, moi, je pense que ce qui est intéressant, c'est de partager comme ça. Je le vois aussi au niveau des tâches ménagères, le rangement des jouets. Oui. Hein? Le rangement des jouets, comme tout parent, c'est donc bien agréable. Il y en a partout, mais c'est jamais très agréable. Mais si on implique l'enfant avec on va jouer, exemple, au magasin. Alors, là, on joue, ta chambre, c'est un magasin, ou la salle de jeu, évidemment, c'est un magasin et il faut ranger les jouets bien correctement pour que tes futurs acheteurs puissent voir tout ça. Et là, on embarque l'enfant là-dedans et on y va et on place sur les tablettes. On va jouer avec lui, puis on va jouer à l'acheteur qui veut « Oh, moi, j'aimerais ça. Est-ce que vous avez tel genre, des petites voitures? Est-ce que vous avez des poupées? » Et ce qu'on peut faire aussi, c'est d'amener des défis en plus de ça dans ce côté-là. Et là, on peut dire, combien de jouets peux-tu ranger en 30 secondes ou en 1 minute? Et là, alors là, on vient de se gagner. Premièrement, ça va plus vite pour le rangement. On est tout le monde heureux comme parents de ça. Mais l'enfant est heureux aussi parce qu'il est arrivé avec son défi. Puis il a dit, ah ben aujourd'hui, j'en ai rangé 10 en 30 secondes pour un exemple. Oui. Donc, c'est des façons agréables de jouer tout en faisant les tâches qu'on a à faire, parce qu'on ne peut pas se coucher avec des jouets partout sur le sol. On parlait aussi ensemble de l'importance de passer au moins une quinzaine de minutes par jour avec notre enfant. Ah oui, c'est un minimum. Un minimum, ben oui. Minimum. On dit souvent, j'ai fait quelques recherches qui me disaient aussi que des périodes de jeu libre, ça serait intéressant aux alentours d'une 45 minutes par jour de jeu libre. Donc, c'est sûr que nous, avec comme notre enfant, un minimum de 15 à 45 minutes, moi, je trouve que c'est vraiment. Et ça peut être plein de choses parce que le 15 minutes qu'on a passé à ranger ou le 10 minutes qu'on a passé à ranger avec l'enfant, qu'on a fait des tâches ménagères, qu'on a travaillé ensemble, qu'on est allé dans le jardin. Tu sais, en été, on peut aller dans le jardin pour faire exemple, pour planter des fleurs, pour faire des choses comme ça. Ça peut aussi être en hiver. Aider à pelleter. Les enfants adorent ça. Bien, les enfants aiment ça, pelleter, jusqu'à un certain âge. Oui, c'est ça. Alors, moi, ma théorie à moi, c'est qu'on doit les habituer jeunes parce que quand ils sont plus âgés puis qu'ils respectent ou s'opposent, au moins, ils ont acquis l'habilité. Alors, c'est moins compliqué. Puis à 2 ou 3 ans, ils aiment ça, pelleter. Tout à fait. Puis pelleter en hiver, là,
je veux dire, c'est le fun, ça fait prendre un bon petit brin d'air en même temps. Et pourquoi pas qu'à un moment donné, on commence à se lancer une petite balle de neige en passant. Puis on a du plaisir avec notre enfant. Puis oui, on se laisse tomber dans le banc de neige à côté. Puis c'est pas grave si on est mouillé quand on rentre. On a eu du plaisir avec notre enfant. Le travail a été fait. On a nettoyé les trottoirs de l'approche de la maison. Les escaliers. Puis les escaliers. Mais en même temps, après ça, je veux dire, on a eu du plaisir. Puis ça renforce le lien d'attachement, l'affection. Et ça, c'est vraiment crucial, je pense, comme toutes les relations que les enfants ont, que ce soit avec les autres enfants ou avec les adultes, que ce soit leurs parents, leurs éducateurs, ce lien d'attachement est extrêmement important. Mais on le vit vraiment à travers le jeu avec l'enfant. Et non pas juste avec je t'aime, je prends soin de toi et je fais le nécessaire. C'est vraiment ce lien de se mettre à sa hauteur, finalement. Oui, parce qu'il y a un échange à ce moment-là. Effectivement. Et d'ailleurs, moi, je connais une petite fille qui m'a déjà dit, cette personne-là, elle ne m'aime pas, elle ne joue même pas avec moi. Ah! Et ça... Mais ça veut tout dire. Les mots des enfants, parfois, sont tellement proches de la réalité, c'est incroyable. Et ça voulait dire que le jeu, c'était la façon de la voir, de la reconnaître, elle nous invite dans son monde, mais c'est aussi tout à fait de rentrer dans son monde, parce que les enfants ont énormément d'imaginaire. Oui, et les enfants aiment communiquer leur imaginaire et ils aiment ça quand l'adulte, les grands-parents sont d'ailleurs excellents à ça, d'entrer dans l'imaginaire des enfants. Ils ont un peu plus de temps souvent que les parents et ça leur permet parfois de rentrer plus dans le jeu imaginaire de l'enfant. Et ça, c'est vraiment des belles relations qui peuvent se développer quand les grands-parents sont disponibles, évidemment, pour passer du temps avec leurs enfants. C'est quelque chose qui est important, à mon avis, parce qu'ils n'ont pas la même perspective que les parents. Ils ne jouent pas de la même façon. Non. Non. Je ne sais pas, je ne suis pas grand-mère. Moi, je l'ai fait, alors. Karine, nous allons nous arrêter quelques minutes et reprendre par un exposé de ce qu'on peut offrir à nos enfants et nos petits-enfants pour les fêtes. Excellent. J'ai bien hâte de vous montrer plusieurs jeux intéressants. Et qui sont vraiment appréciés par les enfants. Tout à fait. On a des jeux qui sont pour les plus petits où on va beaucoup jouer avec la sphère interactive. Les jeux, les pompiers, entre autres, sont un très beau jeu intéressant pour nos plus jeunes, là, nos 3 à 6 ans environ. On a également des jeux plus complexes qu'on va avoir pour nos 8 ans et plus. Donc, souvent, on va parler de jeux de stratégie aussi, mais qui peuvent se jouer seuls ou en équipe. Bonjour, je suis Jonathan Lavallée. Vous écoutez présentement TVR9, la télévision de la vallée du Richelieu, votre télévision locale. Bonjour, ici Marie-Ève Gaudreau. Chaque semaine, soyez à l'écoute de Rencontres, une émission où je reçois des artistes et des personnalités importantes de la région. Dans ce 30 minutes, vous serez plongé au cœur des confidences, de rire et de pur bonheur. C'est donc un rendez-vous chaque semaine sur les ondes de TVR9, la télévision de la vallée du Richelieu. Ici Evelyne Latreille, animatrice de l'émission Dans la vallée, votre magazine socio-communautaire. Cette année, on vous propose une nouvelle formule de 30 minutes où je reçois 3 invités qui viennent vous informer de la vie socio-communautaire de votre région. Bien sûr, Geneviève Touchette nous parlera de sa chronique Activités et sorties. C'est donc un rendez-vous à voir sur TVR9. Avec grand plaisir, nous revenons avec Karine Gagné et sa grande cage à jouer. On va avoir beaucoup de plaisir. Oui. Alors, mais une des premières choses que j'aurais aimé regarder avant de parler de jouets comme tel, c'était aussi d'être prêt et apte à jouer. Parce qu'il y a quand même des règles dans un milieu familial auxquelles on doit un peu respecter. C'est-à-dire qu'on a des contraintes de temps, on en a parlé tout à l'heure. Et un des outils que j'aime beaucoup présenter par rapport au temps, c'est le fameux time timer. Donc, c'est vraiment un chronomètre, mais qui est visuel. Et ça aide autant les enfants que les parents à déterminer un temps pour jouer. Alors, ce que ça permet, c'est de voir visuellement une période de jeu. Hein? Donc, on disait une période de jeu tout à l'heure, disons, de 15 minutes. Alors, on a un 15 minutes de rouge. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que la pastille rouge, ça fonctionne avec une pile, se rétracte d'elle-même. Je vais le faire pour elle. Et quand il n'y a presque plus de temps, il n'y a presque plus de rouge. Donc, ça permet visuellement à l'enfant de se repérer sans même voir
savoir lire l'heure, en fait. Et ça peut être utile pour les tâches comme s'habiller, mettre son habit de neige, ça prend du temps. Alors, on dit, on te donne 10 minutes pour le mettre. Exactement. Et on met le timer et ça marche. Tout à fait. On peut le dire aussi comme étant dans les moments de transition entre, justement, le moment, exemple, de regarder la télé, les jeux vidéo. Donc, ça permet de contrôler notre horaire et de visuellement le voir. Donc, c'est beaucoup plus souple que d'avoir une minuterie, exemple, juste sonore, qui va sonner parce que le concept du temps est difficile à matérialiser. Donc, ça permet de le faire. L'autre élément qui est, en fait, le premier produit qu'FDMT a vraiment créé et qui sont nos fameux Manimo, donc nos toutous qui sont lourds. Exactement. Préférés des enfants. Ils sont vraiment très aimés des enfants. Oui. En fait, Manimo, celui-ci est un lézard, permet, par son poids, il pèse 2 kilos, donc quand même assez lourd pour un outil, pour un enfant. Mais ce que ça permet, c'est de venir faire des pressions profondes sur son corps. Donc, le poids vient faire un peu comme un gros câlin serré. Qu'est-ce qu'on fait quand on veut réconforter un enfant? On vient lui faire un câlin. Et ces pressions profondes-là viennent activer notre système proprioceptif et aident à être plus calme, plus apaisé, plus apte à se concentrer. Donc, on va utiliser Manimo, entre autres. Oui, on peut l'utiliser pour la période des devoirs, mais aujourd'hui, on parle de jeux. Mais des jeux sur lesquels on va travailler plus sur de l'apprentissage, des jeux en solitaire qui demandent plus de logique, de concentration pour les enfants qui ont plus de difficultés à rester assis. Je dirais que c'est pour la période de devoir, mais aussi, il y a beaucoup de parents qui disent, mais j'essaie de lui faire manger ces 4 groupes d'aliments par jour, mais il est toujours debout. Alors, effectivement, ça permet d'aider à rester assis un petit peu plus longtemps à table. Tout à fait. Et moi, ce que je dis souvent aux parents, des fois, encore une fois, on va jouer avec Manimo aussi, c'est qu'on va mettre Manimo, puis moi, je lui mets un petit linge à vaisselle par-dessus. Fait que comme ça, lui aussi est protégé si jamais on échappe des choses. Bien qu'il soit lavable, on n'a pas nécessairement envie de le laver à tous les jours. Donc, ça permet de faire ça. Un autre élément qui est très intéressant avec Manimo, c'est qu'il est vraiment parfait pour aider l'enfant à passer au stade du sommeil. Donc, à l'heure de l'histoire, on amène Manimo lire avec nous. Donc, on le met avec l'enfant, il est là, il lit l'histoire et ça aide vraiment à calmer avant de s'endormir. Puis après ça, s'endormir, évidemment, ça peut devenir vraiment son toutou doudou là, de transition et donc de dormir à ce moment-là. Donc, c'est vraiment un jouet, mais un outil qu'on peut utiliser de différentes façons dans la vie avec notre enfant, le Manimo. Alors ça, c'est les 2... je dirais, des incontournables, je crois, là, pour les parents, là, pour être en mesure de bien jouer, mais aussi de passer d'agréables moments avec son enfant, même quand il est un peu turbulent. Donc ça peut nous aider. Oui, et je l'ai expérimenté. C'est pour ça que je vous invite. Alors, ils sont quand même assez connus aujourd'hui. Absolument. Oui, et même dans les écoles, il y a des utilisés au niveau scolaire, utilisés beaucoup par les ergothérapeutes, beaucoup avec les enfants, aussi au niveau des CPE également. Donc, voilà. C'est bien. Et les parents et les grands-parents, en ce moment, se posent la question, qu'est-ce que je vais offrir aux enfants pour Noël? Pour Noël. Et alors, ils achètent souvent des jeux. Ils disent, mais à quoi ça sert? Ils sont cassés le lendemain. Les enfants préfèrent le papier. Puis on a tous vécu des moments comme ça, n'est-ce pas? Et ils ont coûté très cher. Tandis que vous pouvez offrir, pour chaque groupe d'âge, vous pouvez nous faire des suggestions de jeux que les enfants aiment et qui, en même temps, vont durer plusieurs mois dans leur vie? Moi, je pense que les jeux, ça doit durer longtemps et ça doit surtout avoir des fonctions, d'être un peu multifonctionnel. C'est-à-dire que je ne fais pas juste une chose avec un jeu. Les choses coûtent cher aujourd'hui pour avoir des objets de qualité et je pense que c'est important qu'on puisse les utiliser à plusieurs choses. Alors, dans la première sélection que j'ai faite, j'ai sélectionné des produits pour les 0-2 ans. Oui, allez. Donc, alors pour les 0-2 ans, je vous parlais que c'était important la marche à 4 pattes tout à l'heure, comme pour développer la motricité globale, mais une des choses qui est très intéressante aussi, c'est de pouvoir sauter. Et pour ça, on a des petits animaux en forme de vaches, de cochons, qui sont vraiment très, très agréables parce que c'est un peu comme un ballon sauteur, mais en forme d'animaux et qui sont très adaptés justement pour nos 18-24 mois et même plus vieux, jusqu'à 3-4 ans peuvent les utiliser. Alors ça permet de sauter, donc se mettre vraiment, de réveiller tout son corps et ça permet vraiment à l'enfant de travailler aussi au niveau de son équilibre. Donc ça, c'est des jeux intéressants pour cet âge-là qui permettent vraiment de venir mettre le corps apte
finalement à faire d'autres activités. Et qui sont nécessaires pour son développement global. C'est la base. En fait, on ne peut pas travailler la motricité fine si on n'a pas bien développé la motricité globale. Oui. Tout notre corps, de quelle façon on se déplace dans l'environnement, à quel point c'est important. Mais ceci étant dit, on veut aussi commencer à travailler différentes sphères avec notre enfant, même notre jeune enfant. Et l'autre produit que je voulais vous parler pour ce groupe d'âge-là, c'est il s'appelle des Better Builders. En fait, ce que c'est des petits produits aimantés. Ça, c'est des petits bonhommes qu'on peut jouer avec et vraiment les faire bouger de différents sens. Mais ils ont la particularité, leurs visages ont les émotions. Donc, triste, en colère, être heureux, très souriant. Moi, j'ai choisi le souriant aujourd'hui parce que j'étais contente d'être avec vous, Claire. Et ce sont des jeux qui sont aimantés. Alors, chaque morceau peut être défait et remaniés ensemble. Et il y a toute une collection de jeux de construction qui vont avec également. Et de cette façon-là, on travaille les émotions, comment on se sent, mais on travaille aussi la motricité fine pour les mettre ensemble, ces fameux jeux-là, et on peut enlever les cheveux et changer de sorte de cheveux. Donc, ça, c'est vraiment un petit jeu que je trouve intéressant. Jeu de construction, donc, mais avec la sphère des émotions qu'on vient mettre dedans. Parce que les enfants aiment s'inventer des histoires. Mais tout à fait. Ils peuvent jouer. Ils peuvent apprendre à reconnaître aussi comment ils se sentent. Parce que parfois, on joue, puis nos personnages, ils sont tristes. Parfois, ils vivent des choses qui sont moins le fun. Et donc, c'est important d'être capable de les nommer et de les représenter visuellement. Donc, ce petit jeu-là le permet. Oui. Donc, ça, c'est pour nos 0-2 ans. Ensuite de ça, j'ai apporté pour nos 3-4 ans des jeux que j'aime vraiment beaucoup. Je suis amatrice de cuisine. On a parlé de cuisine tout à l'heure. Oui. Alors, on a ce petit jeu-là ici qui est vraiment, en fait, des moules à muffins avec des petits muffins de différentes couleurs et on a une petite pince. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On fait des pré-mathématiques, je dirais. Oui. Alors, on a un dé avec lequel on peut, un dé pour les couleurs. Donc, on peut apprendre nos couleurs. On peut les sélectionner, les mettre dans nos moules à muffins. Quand on devient un peu plus compétent, on utilise la petite pince, mais la petite pince, elle prépare à quoi? Elle prépare au ciseau également. Donc, c'est le même mouvement qu'une paire de ciseaux. Donc, on prépare au découpage, finalement, l'enfant, et on commence à apprendre à compter. Donc, avec les petits muffins, on peut apprendre à compter. On va compter 2 muffins, 3 muffins, 5 muffins. Oh, ils peuvent se rendre jusqu'à 50. Bien oui, tout à fait, jusqu'à la quantité qu'on a effectivement à l'intérieur. Mais on en a plusieurs, on en a 6 couleurs. Donc ça, c'est vraiment un jeu qui prépare un peu aux mathématiques, mais en même temps à travailler avec les couleurs, les séquences, les formes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et les enfants savent, ils aiment ça, jouer à faire la cuisine. En plus. Donc, on a vraiment ce côté-là. Fait qu'on travaille la sphère sociale, je dirais, et avec le parent, mais en même temps, on travaille les mathématiques. Donc, un petit jeu le fun qui va durer des années, en fait, parce que même rendu à la maternelle, on va encore être capable de travailler. Et vous avez apporté des jeux pour les plus grands. Oui, pour les plus grands. Alors, pour nos plus vieux, vraiment, pour nos 8 ans et plus, j'ai apporté 2 petits jeux que je trouve vraiment intéressants. Entre autres, celui-ci, qui s'appelle le Bongo Bongo. Et Bongo, ce qu'il fait, c'est vraiment un jeu qu'on peut jouer seul ou à 2. Alors, on a des sphères horizontales et verticales, et tout ce que j'ai à faire, c'est de, chacun notre tour, de peser dessus. Alors, et le dernier, donc ça serait à votre tour. Claire, je vous invite à faire l'inverse. Exactement. Peu importe. C'est agréable. C'est agréable à toucher en plus. Alors, on y va chacun notre tour, et l'idée, c'est vraiment le dernier qui va rester, qui va gagner. Alors, il y a un petit peu de stratégie rendu plus loin parce qu'il faut justement faire attention pour pas... C'est un tic-tac-toe moderne. C'est un peu comme un tic-tac-toe moderne, effectivement. Et ce qui est intéressant avec ce jeu-là, c'est qu'au niveau de la motricité, c'est intéressant ce qu'on fait parce que le petit côté, un peu, tu sais, souvent, on a besoin d'avoir les mains occupées. Donc, on a ce côté-là avec ça. Et on peut jouer seul aussi de différentes façons, là, également. Avez-vous des jeux pour les plus grands, pour des jeux de groupe pour les plus grands? De motricité globale? Oui, tout à fait. Alors, on a, entre autres, un jeu qui est vraiment intéressant, encore une fois, pour sauter, mais qui est fait pour les plus grands. Alors, on a une poignée. On met nos pieds sur une espèce de soucoupe, on dirait presque la planète Saturne qu'on se tourne sur nos anneaux. Mais on a une poignée avec ça et nos plus vieux, donc nos 8 ans et plus, peuvent avoir le même effet qu'avec le petit animal de tout à l'heure qu'on parlait. Alors, ils peuvent sauter. Alors, très interactif,
peut se jouer autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc ça, c'est très intéressant aussi. Ça permet, encore une fois, même quand on est plus vieux, on a encore besoin de bouger. Et vous avez aussi des jeux de société. Oui, on a différents jeux de société pour différents âges, en fait, je vous dirais. On a des jeux qui sont pour les plus petits où on va beaucoup jouer avec la sphère interactive. Les jeux, les pompiers, entre autres, sont un très beau jeu intéressant pour nos plus jeunes, là, nos 3 à 6 ans environ. On a également des jeux plus complexes qu'on va avoir pour nos 8 ans et plus. Donc, souvent, on va parler de jeux de stratégie aussi, mais qui peuvent se jouer seuls ou en équipe. Avez-vous un conseil à donner aux parents et aux grands-parents à l'aube des fêtes? Bien, je dirais le meilleur conseil, c'est d'y aller avec les sphères d'intérêt de nos enfants. La première chose qu'on doit y aller, c'est avec ça quand on choisit des jeux. Évidemment, si mon enfant a 0 intérêt pour la cuisine, je ne suis pas certaine que de lui offrir le dernier livre de cuisine ou des choses en lien, ça va fonctionner. Par contre, n'importe quelle autre chose va fonctionner. Allez-y avec votre cœur. C'est le mot de la fin, Karine. Tout à fait approprié. Et je vous remercie de nous avoir mis en route pour trouver des jeux qui favorisent le développement de nos enfants et leur bonheur en même temps. Merci, Claire. Vous avez sûrement des commentaires au sujet des belles suggestions de Karine Gagné de FDMT. Alors, écrivez-nous à info@tvr9.org. Bonne réflexion!